a eu 2 années de sécheresse, mais les 2 années précédentes. Et ce qui nous a permis de ne pas acheter d'aliments à l'extérieur, parce que la ferme est en autonomie alimentaire, tout ce que les animaux mangent est produit sur place, soit par l'herbe, soit par la culture. Et là, pour la sécheresse, on n'allait plus avoir assez de fourrage, quoi. Les foins n'étaient pas terribles. Et beaucoup d'agriculteurs de notre région ont acheté de la paille. Et on a plutôt préféré aller reprendre la tradition de couper les arbres, couper les frênes, pas les arbres, couper les branches de frênes, refaire les têtards et redonner des branches de frênes aux vaches. Alors, ça, on savait que ça existait, donc mon père l'avait fait. On s'est renseigné, effectivement, ça existe depuis des centaines d'années, quoi. C'était l'entretien des haies, mais c'est aussi la fabrication vraiment d'arbres au tétard, on les appelle chez nous. Je ne sais pas si vous en avez dans le coin, je suis dans la campagne de Perpignan. C'est des arbres qui ont un tronc qui a plusieurs centaines d'années souvent, parce qu'on a arrêté d'en faire depuis 45, hein, ça n'a pas été encouragé. Sur la ferme, on en a 500 frères comme ça, et qui ont une énorme tête. Tous les 8 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, selon les régions, les endroits où ils sont dans les champs, ils poussent plus ou moins vite, on coupe les branches. Alors ce qui a été maintenu, la tradition, c'est de les couper les branches pour faire du bois de chauffage. Nous, ce qu'on a fait, c'est de couper l'été, parce qu'on a fait le test de donner des feuilles aux vaches, de leur donner un superbe foin, de leur donner de la luzerne, et elles ont choisi les feuilles. C'est elles qui ont choisi les feuilles, à chaque fois. 100% des vaches choisissaient les feuilles. Donc c'est pas un hasard si nos champs inondables, enfin dans les zones inondables, sont entourés de frênes. C'est de la nourriture qui s'appelle, ils appelaient ça, nos anciens, la prairie haute. Il y a autant de masse produite en prairie basse qu'en prairie haute, si on exploite bien ces arbres. Et donc, on a recommencé à faire ça. On coupait les branches chaque jour, pour chacun des troupeaux. Ça nous a évité d'acheter de la paille qui venait en train de l'autre bout de la France et tout ça, enfin, qui était pas bio en plus. Ça nous a permis de faire du bois en quantité assez impressionnante quand même. Mais on a 500 frênes en tétard et ça nous a permis de faire des nouveaux tétards, de préparer la nouvelle génération. Et puis ce bois, on a une partie qui est passée en bois de chauffage pour nos maisons, et l'autre partie, on l'a déchiqueté. On l'a déchiqueté, on l'a utilisé en litière. En l'utilisant en litière, on économisait notre paille qu'on pouvait mettre devant parce qu'on n'avait pas assez de foin. En fait, ce rôle de la tradition, elle a été essentielle dans notre... Alors en plus de bonus, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en utilisant ce bois en litière, on s'en doutait un peu, mais c'était un super compost. Ça donne un fumier génial. Ça donne le seul engrais qu'on peut apporter dans nos champs, dans les prairies et dans nos cultures, c'est du compost de fumier de vache et de mouton. Alors, en mettant ce copeau là, ça donne un super compost. Enfin, le bois, c'est un peu le principe du BRF, je ne sais pas si le bois raméal fragmenté, bon là on se rapproche de ça, quoi, même s'il n'y avait pas que du petite section, on avait aussi des grosses. Mais le bois raméal fragmenté, ça c'est utilisé beaucoup en maraîchage. Donc le rôle de la tradition est plutôt super important chez nous, dans notre type d'agriculture qu'on développe. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en face? Ouais, la technique, quoi. Ouais, j'avais mis technique en fait, le rôle de la technique. Parce que l'agrochimie, effectivement, c'en est un. Mais là, il y a par exemple les OGM maintenant. Je sais que le problème ne se pose pas ici, mais quand j'ai fait la conférence gesticulée au Québec, les paysans sont confrontés à ce problème des OGM qui sont en quantité extrêmement impressionnante. Se pose ici, mais en moins. Enfin, je veux dire, il n'est pas aussi répandu. Il se pose ici, bien sûr. Effectivement, vous avez raison. De dire qu'il peut se poser assez rapidement. Les gouvernements peuvent revenir sur ce moratoire que la France a décidé. Il y a quelques hectares, quelques centaines d'hectares en France qui sont cultivés pour des fins normalement de recherche et d'expérimentation. J'ai fait ma conférence il y a un mois pour des faucheurs OGM de Grand Ouest qui sont en train de travailler avec les chercheurs OGM de l'INRA pour essayer de créer un dialogue quand même. Et
c'était assez intéressant parce que même les chercheurs OGM de l'INRA, donc ce point de vue de chercheur, je peux le comprendre, c'est de l'autre côté de la paillasse. Eux, ils ne voient pas du tout un avenir à ces OGM dans les champs. Par contre, ils ont envie de comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est chouette s'il y a ce dialogue qui se crée. Donc c'est le rôle de la technique. Effectivement, l'agrochimie, des trucs qui utilisent le plus de pétrole fossile. Hein, là où il y a une économie marchande et une économie plutôt industrielle, donc c'est-à-dire que les agriculteurs, mes voisins, vendent des dindes, ils ne savent pas qui les mange. Enfin, ils n'en mangeraient pas eux d'ailleurs déjà. Ils n'en mangent pas. Quand ils en reçoivent 13 000, ils en mettent 20 de côté. Sur les 13 000, il y en a 20 qui mangent du grain. Et il y en a 12 980 qui mangent un truc qui arrive en intégration. C'est pas eux qui ont le choix de la nourriture qu'ils donnent. Ils ne sont pas propriétaires des dindes en fait. Les dindes sont en intégration, elles arrivent. Les camions de nourriture arrivent. C'est un peu le principe tout et tout ça. Ça marche aussi pour les veaux de boucherie. Le camion de nourriture arrive. Si vous avez un problème, c'est le veto de la compagnie qui vous appelez, vous n'avez pas le droit d'appeler un autre vétérinaire. Et vous êtes payé, pour les veaux, c'est 40 centimes du kilo, pour les dindes, c'est 5 centimes, 6 centimes du kilo de 5 centimes. Donc, en face de cette économie marchande et industrielle, vous savez ce qu'on peut mettre là, quoi. Ouais, circuit court. J'ai entendu tout à l'heure vivrier, bon, c'est pas j'avais mis le mot autosubsistance, mais au sens territorial. C'est-à-dire que notre ferme, elle nourrit les gens qui veulent du village à côté, enfin, une autosuffisance plutôt. Et là où on a une agriculture plutôt technico-économique, celle-ci, elle essaye d'être sociale et morale. Sociale et morale parce que on fait de la nourriture pour nos voisins, quoi. Pour nos amis, pour ceux avec qui on va à la pêche, ceux qui vivent dans notre communauté territoriale, quoi. On fait de la nourriture, mais aussi on entretient les haies, le paysage, on essaie de ne pas le casser, parce qu'on se dit, bon d'accord, c'est nous qui l'exploitons, il n'est pas nous, on est en location. Mais il appartient à tout le monde, finalement, les gens qui font du footing, enfin, du vélo, tout ça, du VTT, viennent beaucoup plus dans nos chemins, mais je pense que c'est parce qu'ils sont à l'abri du soleil, il y a des haies qui protègent les chemins. Rien que ça, c'est finalement plutôt confortable. Donc on essaie d'être social et moral. Voilà, ça définit un petit peu ce que je voulais marquer comme différence, quoi. Le paysan essaye d'être le plus inclus dans la nature, y compris l'environnement humain qui l'entoure. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Le paysan travaille avec les vers de terre, les insectes, les renards. Et c'est aussi quand même un ensemble de traditions et de savoir-faire qui a des réelles connotations politiques. Ah, on peut enlever ça quand même. Alors, demain, l'atelier, ça va être l'arpentage de ce livre. L'arpentage de la lettre au paysan. Elle n'a jamais été rééditée. Il n'y a pas moyen de la trouver, ce livre. Il a été édité en 1938, juste avant la guerre, et il n'est jamais ressorti. C'est pas un hasard. Et demain, pour la première fois, je vais essayer de faire lire aux gens qui vont venir à l'atelier. Il y a très peu de gens à qui je l'ai conseillé qui ont voulu lire, parce que c'est vrai qu'on ne prend plus, enfin beaucoup de monde ne prennent plus le temps de lire. Et qu'un apprentissage, c'est une lecture d'un livre collectif. C'est une invention des ouvriers, on va vous expliquer tout ça demain, et c'est très politique de lire un livre collectif. C'est une lecture collective, une construction politique. Et comme la paysanne. Alors, mes frères et moi, on sait qu'on est paysans, quoi. Bon, les autres, les agriculteurs autour, on s'entend avec eux. Hein. Pour même plus que s'entendre et essayer de les aider, on ne cultive pas le maïs à la ferme. Il n'y a aucun maïs, parce qu'il n'est pas
c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté à notre sol, mais on fait des conservatoires de maïs population. C'est de conserver les vieilles espèces de maïs, celles qui n'avaient pas besoin d'engrais, qui n'étaient pas hybrides. Celles que nos voisins pourraient cultiver, vont cultiver. Il y en a 2 qui vont prendre des graines chez nous. Parce qu'on leur a juste dit, vous achetez la dose de maïs, 300 € pour 1 hectare. Nous, on vous propose de cultiver ce maïs-là. Vous allez sélectionner les 600 épis qui vous plaisent dans le champ. Le reste, en fait, de l'ensilage. Parce qu'ils font de petits maïs dans ma région, c'est plutôt l'ensilage de maïs. Et sur ces 600 là, ça va vous coûter, enfin 600 épis que vous aurez choisi, ça va vous coûter 10 € l'hectare l'année prochaine à semer. Effectivement, ils ont fait le calcul. 290 € de graines en moins, sachant que c'est des maïs qui peuvent aller chercher les éléments plus profonds tout seuls dans le sol. Et donc, ils auront moins d'engrais à mettre. Enfin bref, ça peut participer de... Donc il y en a qui sont venus en chercher, qui vont tester ça. Sur des petites parcelles chez nous. Donc on essaie de brasser un peu notre monde autour de nous. Mais on voit bien que nos collègues agriculteurs, surtout eux, il y en a plein qui vont vachement mal. Hein. Enfin, s'il y a une profession qui se suicide en France depuis 1945, c'est la production agricole. C'est entre 400 et 800 suicides par an depuis les réformes agricoles des années 60. C'est énorme. Il n'y a pas d'autres professions qui vivent ça. Alors, ici, c'est juste la France. Mais si on parle de l'Inde, c'est des dizaines de milliers d'agriculteurs qui sont poussés au suicide parce qu'ils ont accepté des graines qui ont le gène Terminator, là, qui ne sont pas consommables, sauf qu'on a oublié de leur dire. Donc ils sont ruinés. C'est principalement le problème de l'argent qui pousse les agriculteurs au suicide. C'est aussi... On va discuter avec des personnes qui soutiennent ces agriculteurs, on a aimé ça de Maine-et-Loire, enfin, qui leur rapportent, qui essaient de les sortir un peu du marasme. Ils disaient que c'est aussi le fait qu'ils font de la nourriture, mais ils ne savent même pas pour qui. Et d'autres, ils ne sont surtout pas fiers. Enfin, qu'ils aimeraient faire une autre nourriture, mais que c'est extrêmement dur. Quand on travaille 70 heures par semaine, et très fréquemment 60-70 heures pour... c'est extrêmement dur de prendre du temps pour essayer de penser différemment sa ferme. Pour essayer de préparer une conversion, enfin on a besoin de coups de main. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que les sols ils souffrent. Les sols sont maltraités. Alors ça, en 1947, je vous ai parlé du plan Marshall. En 1947, ce livre a été publié. Il s'appelle Le Testament agricole. Le mec qui l'a écrit, Albert Howard, c'était un agronome anglais. Il avait été chargé d'aller en Inde dans les années 20 et 30 pour essayer de comprendre comment l'agriculture n'arrivait plus à produire à des rendements aussi élevés qu'avant. Donc il a rapidement compris qu'il y avait un appauvrissement du sol. Que le sol était en souffrance, qu'il y avait une érosion qui était entraînée de ça, que ça avait été déstructuré, enfin bref. Qu'il fallait remettre de la vie dedans, de l'humus et favoriser les organismes vivants. Il a créé énormément de compost. Compost différents, adaptés à chacune des cultures. Tout ce livre, en fait, ce testament agricole, il lègue ce savoir qu'il a accumulé. Alors, bon, c'est par lui que j'ai compris lui. C'était son modèle, Darwin, les vers de terre et tout ça. Tout ce travail que Darwin, sans vers de terre, il n'y a pas de planète. Bah, lui, il est de cette lignée-là, quoi. Il dit, mais il faut ramener du compost. Donc il explique tout ça là-dedans. Et dans son introduction, là, il m'a beaucoup marqué parce que il explique comment l'Empire romain s'est cassé la gueule. Déjà, il cite Graham Greene. Les barbares ne tuent pas les civilisations, ils les enterrent. Il cite aussi Arnold Toynbee, qui est un historien anglais, un des plus grands historiens anglais, qui a fait une histoire de la civilisation qui est vachement passionnante,
Et lui, il dit, la civilisation ne meurt pas assassinée, elle se suicide. En racontant ces Romains, la fin de l'Empire romain, ça commence au 2e siècle après Jésus-Christ. Et ça se termine vraiment au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc au 2e siècle, les Romains, ça va pas fort, mais ils se rendent compte qu'ils pourraient peut-être remotiver l'agriculture. Essayer de refaire une agriculture correcte. En fait, ils ont un problème de famine, la quantité de nourriture produite dans le monde. Leurs champs ont été dévastés, on a du mal à imaginer que sans tracteur, ils aient réussi à le dévaster, mais si. Et si, parce qu'en fait, il suffit d'enlever les haies qui sont en bas des pentes, et puis ça va être extrêmement vite de lessiver un sol et de perdre les argiles essentielles. Et donc, il y a Caton, l'empereur Caton, qui essaie de remettre 28 000 personnes dans les campagnes, de réessaimer un savoir, mais ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, donc il y a une énorme diminution de la population au IIIe siècle, de la population de tout l'Empire romain. Et 8 siècles après, il y a des forêts immenses qui se sont reconstituées. Les forêts de nos contes moyenâgeux, quoi. Les forêts qui louent, tout ça, qui se sont reconstituées. En fait, là où il n'y a plus de population, la forêt s'installe, ça va très très vite. On a un petit champ expérimental, nous, qui est 7-8 fois la salle, comme ça. Ça fait 10 ans qu'on le laisse. On regarde ce qui se passe. En fait, on a déjà des arbres comme ça commence à être des ronces, mais ça va très très vite. Je pense que d'ici 20 ans, il sera installé en mini-forêt sauvage. Et là, c'est ce qui se passe, mais sur 8 siècles. Et donc, c'est des vraies forêts qui reconstituent le sol. Donc, il n'y a pas de meilleur moyen de reconstituer le sol que de mettre des racines qui plongent des dizaines de mètres, qui vont chercher les éléments, l'eau, qui redonnent des feuilles au sol pour faire vivre les vers de terre et les insectes, enfin bref, qui ramènent tous les éléments et qui accumulent ça, quoi. Des dizaines de centimètres de terre humifère. Au XIe siècle, la population remonte encore. On défriche ces forêts. Sous ces forêts, il y a du sol qui est superbe. De ce sol superbe, on fait une agriculture extrêmement riche et extrêmement abondante. On commence à faire du commerce. Et là, ça se passe à Chartres, à Reims. Ce commerce est tellement florissant qu'on peut se payer, s'offrir des cathédrales magnifiques. Magnifiques. Donc tous les endroits où vous verrez des cathédrales magnifiques, il faut vous dire que c'est juste de la terre qui a produit une agriculture riche, qui a permis de faire un commerce florissant, qui a permis de faire des églises énormes. Parce que à Chartres, Reims, je ne sais pas, je suis jamais allé, mais à Chartres, on la voit de loin, la cathédrale maintenant. Il n'y en a plus beaucoup de la forêt entre nous et la cathédrale quand on est à 40 km. On recommence la même histoire. Il n'y a aucune civilisation qui est réellement disparue à cause des barbares. Moi, ça m'a... Enfin, je ne croyais pas que ça pouvait être l'agriculture, mais si. Voilà, tout n'est pas noir comme ça. Là. Depuis les années 90, il y a eu quand même une prise de conscience de la société. La preuve, on arrive à remplir une salle sur les paysans. Essayez de faire ça dans les années 70. Ça va pas que ça. Pas en centre de Perpignan. Enfin, donc il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a des AMAP qui sont créés, par exemple, des moyens de créer des circuits courts et de s'entretenir, de prendre soin. En fait, les mangeurs prennent soin de ceux qui fabriquent la nourriture, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même très malin. Il y a tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé dans le sol, je ne peux pas parler du tout des champignons, et c'est genre deux mots, des mycéliums. Pour moi, il y a comme un mycélium de résistance. Enfin, le mycélium, c'est des petits filaments qui vivent dans le sol. Alors, il y en a plein. Bon, ils sont détruits par le labour la plupart du temps parce que c'est des filaments de champignons, donc ils sont sensibles aux UV. Bon, donc ils existent normalement partout, mais on les trouve principalement dans les pieds de haies, quoi, ceux qui n'ont pas été touchés. Je trouve que on fait un peu comme un mycélium de résistance là, sur tous les territoires européens et même en Amérique du Nord. Il y a beaucoup plus de gens qui se rendent compte que l'alimentation est quand même essentielle si on veut vivre.
que la source de notre alimentation dépend de ceux qui la fabriquent. C'est 3% de l'ordre. Donc on a comme un mycélium qui s'installe. On a des résistances au bétonnage aussi. Chez nous, il y a Notre-Dame-des-Landes. J'ai vu qu'il y avait des affiches à la fac de soutien à Notre-Dame-des-Landes. Là, en ce moment, ça se prépare la chaîne humaine le 11 mai. Le 11 mai prochain, c'est de montrer enfin, ils vont être des dizaines de milliers de personnes. C'est sûr. Je vais assez régulièrement voir comment ça va, où aider. Enfin, le réseau paysan de quelques centaines de kilomètres autour est extrêmement solidaire de ce qui s'y passe, de cette nouvelle forme d'agriculture qui pourrait sortir de là. Vite fait, pour ceux qui ne sont pas au courant de Notre-Dame-des-Landes, c'est 2000 hectares d'un bocage qui a été préservé pendant 40 ans, préservé d'une drôle de manière. Donc, ils voulaient faire un aéroport depuis 40 ans. Donc ils ont bloqué les terres depuis 40 ans. Et ça a créé un bocage protégé. C'est vraiment magnifique. Alors il y a plein d'espèces animales dont c'est un havre de paix. Il y a des dizaines d'espèces qui sont en voie de disparition ailleurs sur le territoire. Et qui sont là dans un havre de 2000 hectares. Donc effectivement, c'est pas gagné avant qu'il y ait un gros porteur qui se pose là. Parce que ça fédère des résistances de gens qui mangent, de consommateurs qui veulent manger des trucs à peu près sains. Ça fédère des écologistes qui veulent protéger ces animaux qui vivent là, cette zone humide particulière. Je pense que ça ne va pas pouvoir se faire vu la résistance qui s'installe dans tout le territoire français et c'est plutôt rassurant. Parce qu'on n'a pas besoin de mettre les mains dans la terre pour être paysan. Moi je sais que je ne peux pas conduire le tracteur à la ferme, je ne fais pas ça. Je me sens paysan parce que j'étudie les vers de terre avec mes frères et qu'on essaye de favoriser la vie du ver de terre. Donc, on voit les là, ou les champignons. En ce moment, on fait des expériences avec des champignons. C'est de favoriser les mycéliums. Le mycélium, c'est ces milliers de fibres de réseaux de champignons qui sont dans le sol, qui de temps en temps font des champignons, des fruits, mais leur travail, c'est pas là qu'il est important. C'est pas les champignons qui sortent, c'est bon. J'avoue que c'est bon à manger, mais c'est pas ça qu'on essaie de cultiver, c'est plutôt ce réseau. Ce réseau, c'est un réseau de transport qui circule, qui fait circuler des fois sur 200-300 mètres des molécules. Donc, il y a dans les champs, c'est très fort ce qu'on y trouve. Il y a des éléments minéraux qui se trouvent plus dans un champ, dans un endroit du champ que dans l'autre. Le champignon, il lisse tout ça. Et en plus, ce champignon, il fait des mycorhizes avec la plupart des espèces, des variétés de cultivées qui n'ont pas été hybridées. C'est-à-dire que l'hybridation, généralement, nécessite de mettre des engrais parce qu'ils n'arrivent pas à bosser avec les champignons. Ces champignons, ils arrivent à faire un échange avec les plantes, un échange de milliers de fibres. Alors, il faut imaginer, un grain de blé, ça a environ 2 km de racines. Si on cumule toutes ces racines pour un grain de blé. Et forcément, il va rencontrer du mycélium parce que dans un petit centimètre comme ça, il y a une centaine de fibres de champignons. Forcément, ça se croise tout ça. Et ça fait des échanges. Donc en étudiant ça, moi je me sens paysan. Et en venant voir ce type de camp, je pense que je peux considérer comme sympathisant paysan. Ou paysan, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient. Voilà, je pense que c'est le seul moyen de se sentir paysan qui va nous permettre de protéger cette mince couche de terre de 10 cm qu'il y a sur la planète, dont dépend toute la vie qui s'y trouve. Puisque c'est cette mince couche de terre qui peut nous permettre de transformer les rayons du soleil en un truc qu'on peut manger à n'importe quelle étape, c'est du végétal ou de l'animal. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureuse, j'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre le long des jours heureux, pour faire de vieux
faut y aller, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu.